messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. La Juve va lever l'option d'achat de Jérémy Boga, ça fait le buzz. Football local, défiance envers les arbitres. Le mal est-il profond? C'est la question au centre des échanges au cours de l'actu. Excellente soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Beugré et son équipe. Alors, ce sera donc l'objet du débat ce soir. Football local, défiance envers les arbitres. Le mal est-il profond? Football local, défiance envers les arbitres. Le mal est-il profond? Ce sera donc l'objet du débat dans l'actu. Bien sûr, vous pourrez participer à l'émission comme chaque soir, soit en nous écrivant sur la page Facebook de la 3, soit en nous appelant sur le téléphone de la 3. Je vous redonne le numéro de téléphone de la 3. C'est le 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en direct jusqu'à 22h, bien sûr sur la 3. Voilà, et pour 90 minutes d'émission à parler sport, ce soir je serai accompagné de Clément, de Ballot et aussi de Noël Boli. Nous allons démarrer avec la première rubrique de cette émission CLGT News où on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. Et c'est maintenant, on y va. LGT News. Golf, Paquino Trophy 2026. Pour entamer les news de ce mardi, le président Golf Club de Yamoussoukro mobilise. La 3e édition de la compétition de golf par équipe, dénommée le Paquino Trophy 2026, s'est tenue le samedi 4 avril 2026 sur le parcours du président Golf Club de Yamoussoukro. Ce tournoi, organisé pendant les festivités de Pâques, Paquino, a réuni golfeurs, professionnels, amateurs et jeunes talents dans une ambiance conviviale. Plus de 90 participants venus des 4 coins du pays ont pris part à ce tournoi. Le Paquino Trophy s'inscrit dans les célébrations traditionnelles de Paquino en pays baoulé, incluant la promotion du parcours de golf du capital. Le trophée Paquino, c'est un trophée qui a été initié par le comité sportif de Yamoussoukro avec l'équipe du docteur Manois, Alfred, pharmacien. Depuis quelques années maintenant, nous essayons de continuer avec cette édition de Pac Trophy. Bon, c'était une compétition en équipe, une formule unique. Et ensuite, il y avait des jeunes aussi qui ont accompagné la compétition. Ayant pris le départ le matin du samedi à 7h précisément, les vainqueurs de différentes catégories, Marc-Hervé Conan et Michel Kouassi, ont salué l'organisation avec un accent singulier mis sur l'aspect compétitif du tournoi. Nous disons déjà merci aux organisateurs, merci aux sponsors qui ont bien voulu accompagner l'événement. C'est notre deuxième fois aujourd'hui que nous remportons un trophée sur ce parcours de Yamoussoukro. C'est vrai que le parcours nous sourit parce que nous sommes habitués. On espère pour les prochaines fois gagner sur d'autres parcours comme Abidjan, qui n'est pas du tout facile. Mais on fera du mieux parce que nous formons une belle paire aujourd'hui. L'édition 2026 du Paquino Trophy s'étant achevée, l'équipier de la direction sportive du président Golf Club donne rendez-vous en mai prochain pour une nouvelle antenne golfique dans la Cité des Lacs. Basketball NBA. Grosse inquiétude pour Wembanyama. Victor Wembanyama n'a pu célébrer comme il se devait la 60e victoire des San Antonio Spurs obtenue hier lundi face à Philadelphia 115-102. Le basketteur français est sorti en fin de première mi-temps parce que touché aux côtes. La scène s'est passée à la 14e minute sur une contre-attaque menée par les Spurs. Le pivot star a été visé par une passe que Paul George a tenté d'intercepter. Le choc était inévitable à la retombée puisque le joueur de Philadelphie a percuté le Français, resté au sol, se tenant au niveau du bras gauche. Wembanyama avait essayé de reprendre le jeu, mais est sorti 1 minute après du parquet avant de rentrer au vestiaire. Il est revenu sur le banc pour disputer 5 minutes supplémentaires avant de demander à être définitivement remplacé. Selon le staff médical, il ne se remettra pas avant le 18 avril. Inquiétant à l'approche des play-offs et surtout dans la perspective des trophées individuels de fin de saison.
Tennis, ATP classement, Alcaraz toujours au sommet. L'ATP a publié hier lundi sa mise à jour de son classement alors que vient de débuter le Masters 1000 de Monte-Carlo. La hiérarchie n'a toujours pas changé en cette entame de saison sur terre battue. Carlos Alcaraz domine toujours le tableau avec 13 590 points. Il est suivi de près par son grand rival Yannick Sinner, 12 400 points. Ce duo de tête est très loin devant leur premier poursuivant, l'Allemand Alexander Zverev avec ses 5 200 points. Il faudrait souligner toutefois un seul changement dans le top 10. Ben Shelton prend la 8e place à son compatriote Taylor Fritz grâce à sa participation au quart de finale au tournoi 250 de Marrakech. À noter que 6 Français figurent dans le top 50. On peut citer entre autres Arthur Rinderknecht à la 27e place, Arthur Fils à la 28e place. Ouvrons le chapitre football. Tournoi Montaigu. Les Éléphantos terminent sur le podium. La 53e édition du tournoi mondial de football de Montaigu en France s'est achevée le 6 avril dernier avec le sacre du Brésil. La Côte d'Ivoire, présente à cette compétition pour sa 12e fois, a terminé sur le podium après avoir battu le Mexique sur le score de 2-0 à l'issue de la petite finale. Les Bleus ivoiriens peuvent féliciter Luc Abbas Diarra-Souba, auteur d'un doublé lors de ce match. Le parcours des Éléphantos a débuté par un nul face au Brésil, 1-1. Les poulains de Bougouillou Serge ont par la suite battu la France 2-1 avant de boucler la phase de poule par une seconde victoire 1-0 devant la Chine. Mais devancés au classement par le Brésil à la différence de but, ils n'ont malheureusement pas pu aller au bout de ce tournoi. Il n'empêche qu'ils peuvent être fiers de leur parcours et du beau jeu qu'ils ont proposé tout au long de la compétition. Real Madrid, Manchester United prépare une offre pour Camavinga. De la Liga à la Première Ligue, tout reste possible pour Eduardo de Casemiro sur le départ en fin de saison. Les dirigeants de Manchester United vont passer la vitesse supérieure concernant le recrutement du milieu de terrain français. Sa valeur marchande est connue et tourne autour de 60 millions d'euros, soit un peu plus de 39 milliards de francs CFA. Une somme largement à la portée des Mancuniens pour un joueur de 23 ans qui possède une expérience solide du haut niveau. Sa polyvalence séduit particulièrement le staff de Manchester United. Mais à l'approche du prochain mercato, Brésil, le dernier pari de Neymar pour le Mondial 2026. Neymar est prêt à tout pour participer à l'une de ses dernières Coupes du Monde. Il met toutes les chances de son côté pour espérer retrouver la sélection brésilienne. Il a donc décidé, durant la dernière trêve, de passer sur le billard pour une ultime intervention chirurgicale au genou. Une opération qui s'est déroulée avec succès. Selon son coach, Kuka, le joueur n'est pas encore en mesure de reprendre les entraînements, mais cela ne saurait tarder. Le joueur qui a poursuivi avec une thérapie par plasma riche en plaquettes, histoire de réparer rapidement les tissus gravement endommagés, suit actuellement un programme de rééducation spécifique. L'objectif est d'atteindre une forme physique optimale dans les derniers mois précédant le Mondial 2026. C'est donc la course contre la montre pour Neymar. Réussira-t-il à gagner son pari? Attendons de voir. Voilà, et une autre information pour vous, amoureux du sport, Cannes 2027. La date dévoilée par le comité d'organisation. On a enfin une idée claire et nette de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique en 2027. À l'issue d'une conférence tenue ce mardi, le président du comité d'organisation, Denis Mujimba, a annoncé sur la compétition que la compétition se déroulera du 19 juin au 18 juillet 2027. Cette CAN est co-organisée par l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Et une autre information, encore une fois, rallye cette fois-ci. Il se déroule en ce moment dans le désert du Maroc, la 35e édition du rallye Aïcha des Gazelles. Une compétition dédiée aux femmes, et nos envoyés spéciaux sur le terrain nous présentent le bivouac, le campement qui accueille la population de la compétition.
Salut Abidjan, les équipages 100% féminins se sont donné rendez-vous ici dans le désert de Zagora, sur ce bivouac, sur ce campement temporaire pour la 35e édition du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, une compétition qui réunit les équipages féminins, 100% féminins, il faut le préciser. La RTI est là pour vous faire vivre toutes les sensations de cette compétition. Le campement sommaire de cette 35e édition s'étend sur une superficie de 1200 mètres carrés. Il accueille environ 700 personnes au quotidien, un véritable petit village nomade dans la pure tradition marocaine. Il abrite différents sites assurant aux populations un confort pour les activités à mener. Les différents équipages bénéficient des meilleurs espaces sur le bivouac. Il y a un espace mécanique dédié à l'entretien, au diagnostic et à la réparation des véhicules afin de garantir leur bon fonctionnement. Un peu plus loin, l'espace ravitaillement. Les différents véhicules sont fournis en carburant de manière sécurisée et efficace. Enfin, l'espace dortoir pour le repos et la récupération. Les pilotes bénéficient également d'une tente mail qui leur permet de communiquer avec l'extérieur. Et sur le bivouac, on trouve également un centre média pour les journalistes et le restaurant. Mais le centre névralgique du site reste l'espace technique où sont centralisés les classements et le suivi dans le désert des Gazelles. La question LGT pour ce soir, football local, défiance envers les arbitres, le mal est-il profond? On en parlera donc dans quelques secondes. Débrief des news, on commence avec vous, Balo. Oui, pour parler de Victor Wembanyama qui malheureusement s'est blessé dans la nuit du lundi au mardi face à l'équipe de Philadelphie, malgré la victoire des San Antonio Spurs 115-102. Il a été blessé à la côte gauche. Il faut savoir que c'est une blessure regrettable dans la mesure où Victor Wembanyama concourt au titre de MVP de la saison régulière et pour cela, il doit disputer 20 minutes des 3 derniers matchs des San Antonio Spurs pour espérer accrocher le titre de MVP et de meilleur défenseur de la saison régulière. Avec cette blessure, c'est donc mal embarqué pour lui. Néanmoins, il y a une lueur d'espoir puisque Mitch Johnson, son head coach, a affirmé, sans préciser la nature, bien sûr, de son indisponibilité, qu'il se rassure sur le fait que Victor Wembanyama, après avoir pris le coup, a disputé quand même quelques minutes avant de céder sa place. Donc les San Antonio doivent affronter les Portland Blazers, Denver Nuggets notamment. Donc sur ces dernières confrontations, il doit disputer 20 minutes. On espère pour lui qu'il va pouvoir revenir et disputer ces 20 minutes pour accrocher son titre de MVP. Très bien. Oui, Noël Bolli, on vous écoute. Oui, enfin, là, on va parler d'Eduardo Camavinga. Ce n'est pas Victor Wembanyama pour le titre de MVP. Au contraire, malheureusement, Eduardo Camavinga se fait légèrement poussé vers la sortie par les dirigeants du Real, parce que c'est vrai qu'on l'a recruté très jeune au Stade Rennais. C'était un joueur qui promettait, mais malheureusement, il n'a pas confirmé. Et les années passent et son niveau stagne. Donc du coup, ils vont le vendre. Ils vont le vendre parce qu'ils ont envie de renforcer un petit peu le milieu de terrain. Donc que le prix affiché pour Eduardo Camavinga est de 60 millions d'euros, à peu près 40 milliards de francs CFA. Donc voilà, il se pourrait que l'été prochain, il aille montrer son talent sous les côtes anglaises. On espère pour lui qu'il va enfin décoller parce qu'aujourd'hui, sa place, même en équipe de France, est remise en cause. Parce que là, il n'est même plus titulaire. Au Real, on préfère faire jouer un petit jeune qui s'appelle Thiago Pitarch. C'est vous dire que Eduardo a baissé un petit peu dans la hiérarchie des milieux de terrain, accroché ne serait-ce qu'une place pour la Coupe du Monde. Mais en tout cas, c'est mal barré. Et le transfert, s'il se fait à Manchester United l'année prochaine, ce sera bien pour lui. Très bien. On va marquer une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. Polémique. On peut se dire que vous avez choisi le bon numéro, l'A3 du groupe RTI, et nous sommes très très heureux. Des buzz passés au peigne fin. Des clashs décryptés à la loupe. Je n'ai rien contre la conspiration, j'ai quelque chose contre Didi B. Des vérités qui claquent. C'est pas parce que tu aides ton homme financièrement que tu l'obliges à aussi laver les enfants le matin parce que tu les laves le soir. Bienvenue dans Polémique. Est-ce que ici le peuple va comprendre une chose? Je ne suis pas un menteur. Lui seul sait pourquoi il a dit ça. Ici, seul l'actu people compte. Des masques tombent.
les non-dits s'expliquent. Il prend un, il répond, tiens, voir deuxième, avant doucement respirer. Le débat prend le dessus, chaque opinion compte. Ton équipe t'a dit que si tu faisais une polémique, ça allait bien marcher pour toi. Si je ne suis pas sûr de quelque chose à 100%, je ne te dis pas oui. Je sensibilise les femmes à travailler, à entreprendre. Un bon coach, c'est de vous rendre indépendant. Pipolémique, à suivre, à vivre, à commenter. Tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 13h30 sur La 3. Tellement que c'était bon là, les uns se sont élevés puis ils ont fait standing ovation. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Nous sommes toujours en direct sur La 3. Bien sûr, suivez votre émission La Grande Team. On poursuit le débrief des news. Et vous avez la parole, Clément. Oui, tout à fait. Bon, je vais parler de la bonne performance des Éléphantos U16 au tournoi Montaigu et aussi du potentiel de la Côte d'Ivoire en termes de jeunes talents. On a vu ces gamins-là qui ont fait un bon tournoi à Montaigu. Ils ont battu la Chine 1-0, ils ont battu le Mexique quand même en match de classement. Je pense qu'il y a quand même du potentiel en Côte d'Ivoire ici. Si on arrive à structurer ce qu'on appelle la formation, si on arrive à retrouver ces jeunes gens-là plus tard dans la sélection, c'est-à-dire 5 ans, 6 ans après, je pense que c'est par là qu'on peut se créer une identité. En ce qui concerne le tournoi, on a vu quand même de bons garçons tels que Derasuba Abbas, qui a mis un doublé en match de classement face au Mexique. Il termine le tournoi avec 3 réalisations en 4 rencontres. Mais je pense qu'il y a un peu de regret. Pourquoi? Parce que voilà, on a fait match nul avec le vainqueur du tournoi qui est le Brésil. Et on a fait ce tournoi-là sans perdre aucun match. Et au finish, on termine 3e de cette compétition-là. Ça se joue à la différence de buts. On n'a pas mis beaucoup de buts face à la Chine ou encore face à la Chine ou encore face au Brésil. Donc ça permet au Brésil de passer devant les Éléphantos U16. Mais je pense que c'est bien quand même de participer à ce type de tournoi. Et ça montre que le pays a un potentiel énorme. Maintenant, il reste à structurer ce potentiel-là pour avoir des champions demain. Merci beaucoup, messieurs, pour le débrief des news. Nous avançons dans notre émission et justement, il est temps de passer au focus de ce soir. On y va. Alors, pour ce focus, ce mardi, nous recevons M. Reynald Pedros, le sélectionneur des Éléphantes. Avec lui, nous parlerons donc bien évidemment du tournoi FIFA Series que la Côte d'Ivoire accueille dès ce 9 avril. Rappelons que le groupe RTI est diffuseur officiel de cet événement majeur du football féminin sur notre territoire. Alors, bienvenue, coach. Et puis, quel est l'état d'esprit de vos joueuses à quelques jours du coup d'envoi de cette compétition? Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Il est bon, on a hâte d'y être. C'est vrai qu'un rassemblement FIFA, c'est quelque chose de très important, surtout qu'il nous en reste très peu avant la CAN. Et le rassemblement a été fait aujourd'hui, du moins cet après-midi, on sort de l'entraînement. Et non, tout se passe bien, on a récupéré quasiment tout le monde. Donc pour l'instant, ça va. D'accord. Et votre groupe est constitué à majorité de joueuses locales. Est-ce la preuve que vous accordez, coach, une grande importance à celles qui jouent ici? C'est important d'accorder de l'importance à tout le monde. Mais c'est vrai que plus particulièrement aux joueuses locales où on travaille en plus avec elles tout au long de la saison. Et c'est vrai que ça nous permet d'avoir une progression avec ces joueuses locales pour arriver à ces matchs internationaux où on a une espèce de cohésion avec les joueuses qui viennent de l'extérieur et ça nous permet de renforcer encore un peu plus le groupe. Et est-ce qu'on peut dire que vous partez totalement dans l'inconnu face à vos adversaires? Est-ce qu'on peut le dire? Oui, alors ces 3 matchs-là vont permettre le développement du foot féminin et ça, c'est quelque chose de très important. Alors c'est vrai qu'on joue des équipes pour nous inconnues, mais pour elles, c'est des matchs qui sont très importants. Ça va leur faire des matchs internationaux et ça, c'est très important, c'est très appréciable. Et puis nous, ça nous permet de jouer aussi. Donc il faut préparer ces matchs-là avec beaucoup de sérieux, respecter les adversaires et performer, bien sûr. Et quel est l'objectif? C'est de gagner. C'est de gagner, c'est très bien dit. D'accord. Donc ce tournoi, est-ce qu'on peut le dire, coach arrive à point nommé pour jauger justement le niveau de forme de vos joueuses avant la CAN? On a encore 2 dates FIFA. Il y en aura encore une début juin. Donc ces deux dates FIFA, celle qui arrive maintenant plus celle du mois de juin, va nous permettre
de faire aussi des essais, de voir d'autres joueuses. Là, on a 4 joueuses qui sont arrivées. On va essayer d'en faire aussi pour le mois de juin, pour avoir un maximum de joueuses, pour pouvoir faire ce groupe qui va aller à la CAN. À la CAN, oui. C'est vrai qu'il y a un groupe qui était déjà programmé pour mars-avril. La CAN a été repoussée et ce ne sera pas forcément le même groupe qui ira à la CAN, parce que ça va nous permettre de voir d'autres joueuses. Et donc on aura, je pense, un groupe étoffé, un groupe compétitif pour cette CAN. Très bien. Donc nous avons sur ce plateau le sélectionneur national de l'équipe féminine des éléphants, donc pour parler de cette compétition. Et puis est-ce que vous avez un appel particulier, monsieur le sélectionneur, à lancer justement aux férus du football féminin? De venir au stade. Je pense que c'est important. C'est important de venir soutenir l'équipe nationale. Alors je dis l'équipe nationale, j'englobe tout le monde. Hein. Oui. Garçons, filles, U17, U20, enfin bref, voilà, faut venir soutenir l'équipe nationale. Cette équipe nationale féminine a besoin de spectateurs, a besoin de téléspectateurs. Mais c'est vrai que de jouer devant un stade garni, c'est toujours plus agréable. Très bien. Merci beaucoup, coach, en tout cas, pour votre présence sur ce plateau. Puis bonne chance pour la suite. Merci. Allez, amoureux du sport, on va marquer une petite pause. Juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve sur ce même plateau pour la suite de notre émission. À tout de suite. Les amoureux de musique ont désormais leur rendez-vous sur la 3. Collector. La 3 vous propose une série de concerts. Musique jazz, musique afro-cubaine, musique classique. Collector, à voir les lundis, mardis et mercredis à 22h45 sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Toujours en direct sur la 3, accompagné de Clément, de Noël Boli et aussi de Ballot. Vous suivez donc votre émission La Grande Team en direct sur la 3. N'oubliez pas, hein, une question LGT comme chaque soir. La question de ce soir, football local, défiance envers les arbitres. Le mal est-il profond? Ce sera tout à l'heure dans l'actu. Pour l'heure, qu'est-ce qui crée le buzz sur la planète sportive? C'est dans sa buzz. On y va. Jérémy Boga, oui, est sur le point d'être définitivement transféré à la Juve. En effet, le club turinois a décidé de lever son option d'achat. Des détails donc dans cette vidéo préparée par la rédaction. On regarde et après on en parle. Utilisé avec parcimonie depuis son arrivée à la Juventus en provenance de l'OGC Nice, sous forme de prêt, Jérémy Boga a su optimiser son temps de jeu. En effet, ses statistiques, bien que modestes en volume global, témoignent d'une efficacité certaine dans les moments clés, avec plusieurs contributions décisives alors qu'il n'est pas encore titulaire. Au sein de sa nouvelle formation, l'international ivoirien a montré sa capacité à faire la différence. Une montée en puissance qui n'a pas laissé insensibles les dirigeants turinois, désormais convaincus de l'intérêt de sécuriser son transfert. La Juve prévoit d'activer l'option d'achat de Boga fixée à 4,8 millions d'euros, soit 3 144 millions de francs CFA pour s'attacher définitivement ses services. Le club italien ne compte pas seulement conclure le transfert, il veut également inscrire Jérémy Boga dans la durée avec une proposition de contrat qui court jusqu'en juin 2029. Voilà, Jérémy Boga, on en parle donc avec vous, hein, messieurs, sur le plateau. Déjà, comment vous réagissez à la décision de la Juve de lever l'option d'achat de Boga? Ballot. Bonne décision, parce que déjà, Jérémy Boga a été élu meilleur joueur du mois de mars. Il a eu cette récompense. C'est vrai qu'il a inscrit
3 buts, mais on sent qu'il a su quand même trouver certaines marques au niveau de l'offensive sur les minutes disputées par Jérémy Boga. Beaucoup étaient sceptiques, hein. Je me rappelle du débat qu'on a eu avec Dargo Charles et Aimé Tchétché, qui étaient sceptiques. Moi, j'étais plutôt optimiste, hein, sur le fait que Jérémy Boga avait fait un bon choix pour essayer de se relancer. La Juventus est un grand club, allait lui donner les moyens physiques de pouvoir revenir à son meilleur niveau, de participer si possible à de grandes compétitions. Et là, on voit bien qu'il arrive à tirer son épingle du jeu. On a loué sa connaissance du football italien parce qu'il a joué à Sassuolo. Et là, on se rend compte qu'effectivement, il a su trouver des marques. Donc, compte tenu de cette récompense que j'ai évoquée précédemment, moi, j'estime que c'est logique que la Juventus ait levé l'option d'achat puisqu'il donne satisfaction. Très bien. Noël Boli. Oui, enfin, Jérémy Boga, c'est vrai qu'on avait parlé effectivement, comme Balo a dit, on avait beaucoup parlé de lui sur ce plateau-là. Jérémy Boga, c'était beaucoup d'attentes, malheureusement, qui se sont avérées un petit peu... qui étaient des attentes qui n'ont pas abouti. Aujourd'hui, il a quand même 29 ans. Il sort d'une saison très difficile à l'OGC Nice, où il a été plus ou moins bousculé par les spectateurs, hein, parce que c'était un petit peu le bouc émissaire, lui et Terren Moffi. Aujourd'hui, il a rebondi à la Juve. Franchement, on ne s'attendait pas à ce qu'il éclate aussi rapidement. Et là, il nous a tous plus ou moins fermé la bouche, on va dire ça comme ça. Hein. Il nous a plus ou moins fermé la bouche parce que on ne s'attendait pas à ça. Jérémy Boga, il a du talent, certes, mais sur la durée, ça pêchait toujours. Et là, ces bonnes performances font que la Juve veut lever son option d'achat qui est évaluée entre 4 et 6 millions d'euros, il me semble. Et c'est une très bonne chose pour lui. Maintenant, il faut que il faut que ça dure dans le temps, parce qu'il ne faudra pas que ça soit simplement un feu de paille, parce que une fois qu'on lève l'option d'achat, il faut qu'il puisse s'inscrire dans la durée. En tout cas, on lui fait confiance. C'est de très bon augure aussi pour la Côte d'Ivoire parce qu'il va s'inscrire dans cette concurrence en vue de la future Coupe du Monde. Et c'est très bon. Ça crée une espèce d'émulation comme ça. Et franchement, on est tous preneurs. Bravo Jérémy Boga. On espère que ça va durer dans le temps. Très bien. Oui, Clément, on vous écoute. Tout à fait. Je pense qu'il y a un élément important dans l'argumentation de Balo. Au football, on parle d'environnement. On sait que du côté de Nice, il y avait quand même un peu de tension avec les supporters et autres, tout ça. Donc, je pense que ça ne permettait pas à Jérémy Boga de mieux s'exprimer. Il arrive dans un environnement qu'il connaît. Il n'a pas besoin d'adaptation, il n'a pas besoin, parce que lui, il a ce qu'on appelle cette culture italienne-là. Voilà, il connaît le football italien, il a joué à Sassuolo, il a joué à Atlanta, Bergame, donc il va naturellement qu'il retrouve quand même sa puissance et ses qualités. Donc ça lui permet quand même de mettre 3 buts en 11 rencontres depuis qu'il est du côté de Turin. Après, comme on l'a dit, pour moi, ça reste une petite déception. Pourquoi? Parce que lui, il avait quand même beaucoup de qualités pour devenir un top joueur. Quand tu as fait les jeunes de Chelsea, quand tu as cette qualité de percussion, tu es capable d'éliminer, tu es capable d'évoluer sur le côté également en meneur comme ça. Je pense que c'est dommage pour sa carrière qu'il soit en dents d'ici et qu'il n'affiche pas une forme de régularité. La régularité, c'est la marque de fabrique des grands joueurs, des champions également. À lui également de trouver cette forme de stabilité-là. Après, pour nous, ça reste quand même une bonne nouvelle parce qu'on sait qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive. Et lui, il est capable quand même de beaucoup de choses dans un match de football. À lui de garder la forme parce que le sélectionneur a dit, la sélection reste ouverte pour tout le monde, même pour Jérémy Boga. Très bien. En tout cas, les dernières performances du joueur, Balo, est-ce que justement elles ont véritablement pesé dans la balance au point qu'on lui propose un contrat jusqu'en juin 2029? Oui, je pense que ces performances ont pesé de la balance. J'ai évoqué ces performances tout à l'heure, d'où sa récompense. Mais là, je vais parler de son apport dans le jeu. Je pense qu'au niveau de la Juventus de Turin, il y avait aussi un besoin d'avoir ce profil, cette valeur ajoutée au niveau de la provocation en 1 contre 1, il y avait pour eux la possibilité de mettre en valeur certaines qualités offensives. Ils ont eu des profils comme Cuadrado par le passé. Là, avec Jérémy Boga, il y a cette faculté aussi d'aller bousculer les blocs bas. On sait bien qu'en Italie, il y a beaucoup de disciplines tactiques. Donc, ces joueurs qui ont la capacité aussi d'aller sur des 1 contre 1 peuvent soulager à travers des fautes obtenues. Donc, moi, j'estime que oui, au-delà même de ces performances que j'ai évoquées tout à l'heure, je l'ai dit, il a été élu meilleur joueur du mois de mars. Pour moi, il y a une véritable valeur ajoutée et la Juventus a donc saisi la balle au bon.
Voilà, et puis Clément en parlait tout à l'heure par rapport à la sélection nationale, justement, Noël Boli. Est-ce qu'on devrait envisager un retour de Jérémy Boga avec son réveil à la Juve? Tout à fait, tout à fait. S'il continue sur cette lancée-là, pourquoi pas? Comme je disais tantôt, il s'inscrit, en tout cas de ses performances, il va s'inscrire dans la concurrence, parce qu'il faut savoir qu'en équipe nationale, là où on a beaucoup plus de joueurs, c'est sur les côtés. Donc là, il y a quand même beaucoup de monde, mais s'il est aussi régulier dans un top club comme la Juve, même si la Juve ne joue pas aujourd'hui la Ligue des Champions, ça reste quand même un grand nom du football européen, et je pense que ça peut avoir une résonance un petit peu particulière dans l'esprit du coach, et pourquoi pas l'essayer. Maintenant, si on l'essaye, à lui de convaincre. Mais s'il continue sur cette lancée-là, je pense qu'il va forcer la main au coach pour le prendre pour la future Coupe du Monde. De toute façon, il était là lors du tournoi au Canada. Il a fait quand même les bouts de match, 23 minutes en sélection. Donc, je pense que c'était sa dernière sélection avec les éléphants. Donc ça veut dire que tout est possible. Et tant que tu seras compétitif, tant que tu vas te faire des chiffres, je pense que tu peux quand même attirer l'œil du sélectionneur. Et lui, l'avantage pour lui, c'est que même si les couloirs sont bouchés ou encore il y a beaucoup de qualité avec Yann Diomondé et autres, mais lui, il a l'avantage de jouer en meneur de jeu. Il peut jouer en meneur de jeu. On a fait l'un des meilleurs matchs de Baumel, c'était face au Cameroun ici à Bimpe, où là, Boga, il avait joué en meneur de jeu, il avait fait un gros match. Donc je pense qu'il a l'avantage pour lui. Après, je pense que ça sera très très serré et très difficile, mais pas impossible. Bah justement, la concurrence aujourd'hui au sein des éléphants, vous l'avez dit, est très très forte. Balo. Oui, elle est forte. Hier même, on en parlait dans la saga des pros. On a Simon Adingra qui revient à son meilleur niveau. On a la belle révélation qui est Martial Godot. Donc oui, on constate avec aussi un Nicolas Pepe aussi qui sur les performances sportives aussi est au haut niveau. Donc on constate effectivement qu'il y a de la grande concurrence. Hier, on parlait de Wilfried Zaha aussi qui avait marqué. J'avais dit que au niveau de la concurrence, vu que la concurrence s'accentuait de plus en plus, il y avait véritablement un problème d'intégration dans cette atmosphère, dans cette ambiance de concurrence de joueurs comme ça. Donc, Jérémy Boga aussi s'inscrit dans cette difficulté. Donc, je pense que Emers Faé va peser le pour et le contre à quel niveau. Au-delà des performances, j'ai parlé de valeur ajoutée. Quelle sera la valeur ajoutée de ces joueurs en correspondance avec les besoins réels de son attaque actuelle? Je pense que c'est ce qui va faire la différence entre ces joueurs et ces différents joueurs, ces différents profils. Très bien, merci beaucoup, messieurs. En tout cas, Jérémy Boga est sur le point d'être définitivement transféré à la Juve. L'actu de ce soir, on démarre maintenant. La question LGT pour ce soir, football local, défiance envers les arbitres, le mal est-il profond? Le mal est-il profond? Vous avez la page Facebook de la 3, vous avez le téléphone de la 3, d'ailleurs le téléphone est ouvert à présent, le numéro le 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3 est ouvert. Vous pouvez nous appeler pour participer à l'émission, surtout pour répondre à la question LGT de ce soir. Nous sommes en direct jusqu'à 22 h. Comme une mode, les compétitions nationales restent marquées ces dernières semaines par le refus de certaines équipes de jouer en guise de protestation contre les décisions arbitrales. Cette attitude est-elle conforme aux lois du jeu? Eh bien, vu les nombreux actes de défiance envers les arbitres dans le football ivoirien, le mal est-il profond? Nous, on en parle sur ce plateau, mais avant, on regarde cet élément préparé par la rédaction. On y va. Le football ivoirien est marqué depuis quelques semaines par une série d'incidents caractérisés par des contestations véhémentes de décisions arbitrales débouchant sur un refus de certaines équipes de jouer, une attitude obligeant les arbitres à mettre fin au match de façon prématurée, comme s'il était inspiré par le scénario de la finale de la CAN 2025 et la crise qui en a découlé. Le phénomène touche toutes les compétitions nationales. Ainsi, le 28 mars dernier, en 8e de finale de la Coupe nationale, ulcéré par les décisions de l'arbitre, notamment un pénalty accordé au club Omnisport de Korogo, les joueurs du Racing Club d'Abidjan, bien que présents sur la pelouse, ont refusé de jouer après la pause. Une attitude qui a occasionné le lourd score final 6-0 en faveur du Cioca. Ayant constaté le refus du RCA de jouer, l'arbitre s'est résolu à mettre fin à la partie. Le lendemain, lors de la 14e journée de la D3, l'équipe de l'AS Liane conteste l'ouverture du score par le Sigui Lolo. Les joueurs restent sur le terrain
mais refuse de continuer la partie. Après une attente de 15 minutes, l'arbitre siffle la fin du match. Vainqueur sur le score de 1-0, le Sigi Lolo obtient la montée en Ligue 2. Le même scénario est observé le même jour à Yamoussoukro lors de la 19e journée de la Ligue 2. Après l'égalisation de l'OFC Adiaké à 2 buts partout, l'équipe de Donkov crie au hors-jeu et conteste la décision de l'arbitre. Les joueurs restent sur le terrain mais refusent de continuer le match. Passé le délai de 15 minutes, l'arbitre siffle la fin de la rencontre. Toujours dans la capitale politique, le même jour, après l'ouverture du score par Atlantis FC, l'équipe de Yamoussoukro FC égalise et marque un deuxième but. Les joueurs venus de Dimbokro contestent. Tout en restant sur la pelouse, ils prétextent un éclairage insuffisant pour refuser de jouer. Après 15 minutes d'attente, l'arbitre met fin à la partie. Ce week-end, lors de la 23e journée de la Ligue 1, Zoman FC marque au-delà du temps additionnel suite à un pénalty contesté par l'équipe du FC Oza. Les dirigeants abobolais rugissent de colère et dénoncent un arbitrage téléguidé contre eux. En Ligue 2, le choc du groupe B opposant le leader de Marcory au Sporting Club de Gagnoa a tourné à l'affrontement entre les deux camps après l'ouverture du score par les joueurs abidjanais. L'arbitre distribue 3 cartons rouges. Le match va néanmoins à son terme. Tous ces incidents dénotent une attitude de défiance envers les juges centraux et une violation des lois du jeu. Les règles du football imposent en effet qu'un match entamé doit aller jusqu'à son terme, sauf décision contraire de l'arbitre. Elle stipule également qu'un refus de jouer est assimilé à un abandon du match. Dans ce cas, l'arbitre est tenu de mettre fin à la partie après un délai de 15 minutes et de consigner les faits dans son rapport. Quant aux sanctions sportives, elles relèvent de la responsabilité de la Ligue ou de l'organe fédéral. Dans le cas du phénomène auquel on assiste actuellement dans les compétitions locales, aucune décision administrative n'a encore été prise par la Ligue ou la fédération. Faut-il assimiler cette passivité à du laxisme? Qu'est-ce qui explique cette violation expresse des lois du jeu par les clubs? Pourquoi ceux-ci n'utilisent-ils pas la voie légale de la réserve administrative? Football local, défiance envers les arbitres. Le mal est-il profond? Voilà, la question LGT est donc posée pour ce soir. Football local, défiance envers les arbitres, le mal est-il profond? On ouvre le débat donc sur ce plateau. N'oubliez pas, vous avez la page Facebook de la 3 et aussi vous avez le téléphone de la 3. Messieurs, sur ce plateau, à vos panonceaux, s'il vous plaît, afin de répondre à la question LGT de ce soir. Football local, défiance envers les arbitres, le mal est-il profond? C'est donc un oui pour Noël Boli, un oui pour Baléo et aussi un oui pour Clément. D'accord, c'est donc un oui pour vous trois sur ce plateau et je vais donc vous laisser argumenter. Clément, je vous écoute. Oui, j'aime mieux un oui parce que là, ça commence à devenir inquiétant et puis je pense que ce n'est pas bien pour l'image du football ivoirien et quand on est une grosse nation comme la Côte d'Ivoire, je pense que on devait avoir ce qu'on appelle la culture du sport, la culture du football également et mettre fin à des rencontres. Chaque week-end, on a toujours ces scénarios, on a toujours des plaintes également. Et je pense que c'est... Moi ça me donne tellement la migraine que lorsque les phases retour du championnat arrivent, je n'ai même plus envie de regarder parce que tu as l'impression que les choses sont biaisées, tu as l'impression que tout est faussé et autres. Mais s'il y a action, s'il y a beaucoup d'incohérences également, s'il y a beaucoup de violence, s'il y a beaucoup de plaintes également, c'est parce qu'il y a des actions qui ont occasionné, on dit quoi, action, réaction. Donc je pense que quand on prend le niveau de l'arbitrage également, je pense qu'on doit essayer de refaire les choses à ce niveau-là. Il y a des matchs qui ont été tellement gâchés. Donc du coup, ça va créer beaucoup de frustration au niveau des acteurs. À un moment donné, tu peux accumuler, mais à un moment donné, tu vas craquer également et tu vas montrer ce qu'on appelle une forme de violence. Et pourquoi est-ce que le mal est profond? Le mal est profond quand tu vois les supporters descendre sur la pelouse chaque week-end. Le mal est profond également quand des clubs vont gagner des litiges au TAS pour question d'arbitrage. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'arbitrage commence à devenir fragile dans notre football ivoirien. Le mal est également profond quand tu vois que voilà, il y a des présidents qui se plaignent sans cesse également. Donc moi je pense qu'à un moment donné, on m'a envoyé la vidéo d'un match Zoman, je pense que Zoman et Soka SCA, mais quand je regarde le match, c'est parce que le propriétaire de la vidéo n'a pas voulu que moi je partage la vidéo, mais quand tu regardes le match, à un moment donné, tu te dis,
mais est-ce que c'est le niveau réel de l'arbitre ou est-ce qu'il est en mission? Après, comme on l'a dit, c'est un environnement. Si on parle de forme de corruption, ça veut dire qu'il y a un corrupteur également. Ça veut dire que c'est un environnement, c'est un ensemble, que ce soit le président du club, que ce soit les clubs, que ce soit les arbitres. Ça veut dire que tout le monde est fautif. À un moment donné, on doit élever le niveau en termes de prise de conscience. Laisser les joueurs décider des matchs parce qu'il y a tellement de potentiel, il y a tellement de beaux matchs. Tu arrives au stade comme ça et puis le match est plaisant et tout à coup, il y a une décision arbitrale qui va te gâcher le match. Donc je pense que ce n'est pas du tout bien. Voilà, à la fédération, aux gestionnaires de football également, de sévir énormément parce que ce n'est pas bien. On ne peut pas passer le temps à arrêter les matchs, à se plaindre également. Ce n'est pas un tournoi de quartier. Très bien. Ce ne sont pas des tournois de quartier. Défiance, football local, défiance envers les arbitres. Le mal est-il profond? Nous avons un appelant. Monsieur Kofi Mathieu nous appelle d'un bateau. Monsieur Kofi Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir, la toute puissante Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Et je salue tout le monde sur le plateau. Bonsoir, monsieur Kofi Mathieu. Voilà, monsieur Kofi Mathieu. Le retour de Nono. Monsieur Kofi Mathieu, on vous écoute. Oui, je crois que le mal est profond. Hein. Le mal est profond parce que depuis un moment, le comportement des arbitres fait que souvent nos championnats même ont des difficultés pour atteindre la fin. C'est des décisions d'arbitre passées, c'est les comportements des supporters qui vont descendre sur le terrain et des joueurs qui vont s'en prendre à l'arbitre. Vraiment, ça devient de plus en plus compliqué. Bon, la CCA fait le travail qu'il faut. Récemment, il y a un arbitre qui a été radié complètement parce que, bon, il semble qu'il a demandé de l'argent à un club. Bon, avec ce genre de comportement-là, on espère que les autres aussi vont se ressaisir. Mais je crois que les décisions doivent être durcies. On doit durcir les décisions pour faire peur plutôt à d'éventuels rapaces. Tous les arbitres qui ont envie de prendre l'argent aux joueurs ou bien aux équipes pour les faire gagner les matchs, il faut qu'on prenne des décisions dès maintenant pour leur faire peur. C'est comme ça seulement que le corps arbitral ivoirien sera mieux vu. Ok, c'est bien noté. Voilà, sinon pour le moment, le mal est profond. Merci beaucoup, monsieur Kofi Mathieu. Merci à vous aussi et puis bonne suite de l'émission, bonne fête de Pâques. Merci beaucoup, monsieur Kofi Mathieu. Vous êtes un amour. Merci beaucoup. Il nous appelait donc de Mbato. Football local, défiance envers les arbitres. Le mal est-il profond? C'est donc l'objet du débat ce soir. Vous avez la page Facebook de la 3, vous avez le téléphone de la 3. Je suis sur ce plateau accompagné de Clément, de Ballot et aussi de Noël Boli. Et maintenant, on écoute les arguments de Noël Boli qui a donné un oui à la question de ce soir. Oui, j'ai donné un oui parce qu'effectivement, le mal est profond. Hein, quand on voit un petit peu tout ce qui se passe sur les différents stades. C'est vrai que ça avait démarré l'année dernière, mais l'année dernière, on avait réussi plus ou moins à recadrer les choses. Mais cette année, ça jette vraiment un discrédit sur deux choses. Sur les arbitres. Donc ça voudrait dire que nos arbitres sont peut-être mal formés. Donc c'est toute la question, c'est tout le questionnement qu'on peut étaler au niveau des institutions ici en Côte d'Ivoire. Et ça ne jette pas un crédit positif à une grande nation qu'est la Côte d'Ivoire, qui se veut quand même une nation dominateur, une nation sérieuse dans tous les sens du terme. Donc un discrédit au niveau des arbitres et puis un discrédit aussi au niveau des dirigeants. Parce que quand je vois quand même les joueurs qui sont payés par ces dirigeants-là ne pas maîtriser un certain nombre de paramètres des lois du jeu, je m'étonne. Je veux dire, on ne peut pas s'arrêter comme ça de jouer parce qu'on n'est pas content d'une décision arbitrale. Je trouve que ça fait trop amateur. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, il y a quand même deux éléments fondamentaux de notre football qui sont quand même en péril, les arbitres et les dirigeants. Alors, il faudra peut-être faire des états généraux du football ivoirien, cette fois de façon très sérieuse pour qu'on tire vraiment des leçons de tout ce qui se passe. Parce que ce n'est pas une très bonne publicité pour notre football, même si ça reste que du football local, mais à un moment donné,
trop c'est trop et il faut vraiment qu'on prenne des décisions sérieuses. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter. C'est vrai qu'au même au plus haut niveau, on a vu le Sénégal. Moi, j'ai condamné un petit peu le Sénégal dans ces cas de figure-là. Et on ne va pas commencer encore à revoir ça dans notre football local. Donc oui, le mal est profond. Le mal est sérieusement profond. Il faudra vraiment qu'on se mette tous ensemble pour vraiment prendre des décisions, pour vraiment faire avancer le football ivoirien, parce qu'on ne peut pas se permettre tous les week-ends comme ça d'avoir des humeurs ici et là, des arbitres qui ne sont peut-être pas bien formés, donc ils oublient certaines parties de leur métier, entre guillemets, donc oui, et les dirigeants aussi. Donc il faut vraiment qu'on se mette ensemble, il faut qu'on reforme cette famille de football pour qu'ensemble, on puisse progresser. Très bien. Et nous avons un appelant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame, c'est monsieur Ogras. C'est monsieur Ogras d'Aboisseau. D'accord, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute, football local, défiance envers les arbitres, le mal est-il profond pour vous? D'accord, merci. D'accord, merci pour la possibilité de m'exprimer. Oui, je dirais oui, le mal est profond. Le mal est stratosphériquement profond. Ça, je dois insister là-dessus parce que la défiance envers les arbitres dans le football local ivoirien est vraiment critique. Alimentée par des soupçons récurrents de corruption, c'est-à-dire les arbitres et en griffe les mangeurs. Et aussi des erreurs de jugement qui sont flagrantes. Donc je pense que le mal est profond parce que les sanctions récentes allant jusqu'à bannissement à vie, souligne l'ampleur de la crise d'intégrité malgré les tentatives de professionnalisation. Donc, si je dois faire un bref résumé, je dirais que le mal est profond. Encore, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a une corruption qui est avérée. Il y a des sanctions qui sont drastiques, notamment de la part de la Commission centrale des arbitres, la CCIA, dirigée par M. Bonaventure Kalou, si je ne m'abuse. Il y a aussi la défiance généralisée, aussi un contexte de professionnalisme. Mais je dois aussi dire que c'est aussi dû à l'absence de la VAR. Je crois qu'il y a eu l'introduction de la VAR et puis après, on n'a plus entendu parler. Donc, pour conclure, la récente radiation à vue de M. Broeba Sèche, après des menaces et une tentative de corruption, illustre la gravité de la situation. Donc, par ailleurs, je pense que de nouvelles lois sur le jeu en vue d'introduire plus de transparence dans le milieu doivent être une réalité. Donc oui, le mal est profond, madame. Très bien. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Je vous en prie. Balo, la même question vous est posée. Oui, le mal est profond parce qu'il y a 2 points d'orgue, sinon 3 points d'orgue. Il y a un point essentiel où cette défiance tire son origine. C'est déjà le match, on se souvient, le match Chologo Leader Sporting Club, où il y a eu pas mal de polémiques autour de cette rencontre. Et récemment, je pense que Clément évoquait le match RCA Korogo, où il y a eu un carton rouge donné injustement au joueur du RCA, plus un pénalty injustifié. Lors du match RCA FC Mouna, rebelote, il y a eu encore un carton, sinon un pénalty injustifié et un but refusé à l'équipe du Racing Club d'Abidjan. Donc ces faits amènent ces équipes-là à se révolter. À se révolter de quelle manière? Noël Bollier évoquait tout à l'heure le fait d'être hors la loi, de rester, donc de refuser le jeu au niveau des pelouses. Mais il y a aussi des clubs qui posent des réserves. Et ces clubs ont mis en avant le fait que ces réserves-là ne trouvaient pas un traitement adéquat ou rapide pour pouvoir trouver des solutions. Donc tout ceci emmène donc à ce climat de défiance. J'ai été moi-même témoin lors du match Africa Nour FC d'une certaine défiance envers l'arbitre à travers des jets de bouteilles. Donc face à ces différents faits, qu'est-ce qui a été fait par la Commission centrale des arbitres? Il faut savoir qu'il y a eu effectivement l'introduction de la VAR, mais pour des questions de moyens, cette VAR ne peut s'étendre sur un bon nombre de matchs. Ensuite, il y a eu également des sanctions, parce qu'il faut savoir que les sanctions sont montées crescendo. On a eu maintenant la Broeba Sèche qui a été radiée à vie, on a eu Naïs Stéphane qui a été relégué en Ligue 2, mais tout ceci n'ont pas d'écho favorable par rapport au club parce que ce n'est pas suffisant dans la mesure où, figurez-vous qu'au niveau des commissaires au match, il y a eu très souvent des commissaires au match qui n'étaient pas des professionnels de l'arbitrage. Mais la FIFA est en train petit à petit de
de revoir les choses à ce niveau. On a de plus en plus d'arbitres qui sont commissaires au match. On a des arbitres qui sont intégrés à la commission centrale des arbitres. Mais tout ceci ne suffit pas. Il faut encore pousser le bouchon assez loin à travers bien des moyens injectés pour l'instauration définitive de la VAR. Deuxièmement, pour permettre aussi que de plus en plus les commissaires au match soient des arbitres. Parce que le fait qu'un commissaire au match soit arbitre, ça amène une certaine légitimité donc, au dispositif autour de la rencontre. Donc je pense que c'est à travers ces pistes de solutions qu'on va, pour moi, une bonne fois pour toutes, juguler ce mal qui est profond, qui demeure profond. Très bien, merci beaucoup, Balo. Nous avons un appelant, Monsieur Béchala, qui nous appelle de Divo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, Marie-Christine. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue le plateau, je salue Balo, je salue tous les autres. Merci beaucoup. Je suis le vice-président des supporters de l'AS Divo. Très bien. Football local, défiance envers les arbitres, le mal est-il profond pour vous? C'est très, très profond. Et ce que je retiens et ce que je pourrais faire comme recommandation, l'État doit quand même essayer d'intervenir dedans parce que lorsque ces arbitres ils font des jugements qui ne sont pas justes et que les supporters ou les joueurs sont l'injustice et qui veulent se faire justice, pour le moment, je rends gloire à Dieu, tout se passe bien dans le calme. Mais si l'État ne prend pas ses responsabilités, ça va devenir autre chose. Parce que c'est tout simplement parce qu'il y a des personnes qui travaillent à la fédération qui détiennent des clubs. Il y a des personnes qui travaillent à la fédération des clubs. Et quand ces clubs-là jouent, l'arbitrage est tellement flagrant et les choses ne sont pas bonnes. Donc c'est par là qu'il faut commencer. Le mal, là, c'est à partir de là-bas. Voilà. Sinon, moi je pense que les arbitres, ils ont la volonté, mais très souvent, ils sont poussés par autre chose. Et ça, ce n'est pas bien. D'accord, très bien. C'est bien noté. Merci beaucoup pour votre avis et puis pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Messieurs, est-ce que ce phénomène, justement, s'inspire-t-il des événements de la finale de la CAN 2025, Clément? Non, moi, je ne pense pas. Hein. Parce que même avant la finale, comme Balo l'a dit, hein, il y a eu Tchologo leader. C'était bien avant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et même avant Tchologo leader, on a vu le scénario Iska, Yamoussoukro, Africa. Donc je pense que ça devient récurrent ici. Et ce n'est pas bien quand même pour l'image de notre championnat et de notre football également. Parce qu'il y a beaucoup de frustration maintenant. Et moi, leader Tchologo, nous, on a eu la peur de notre vie. Et comme l'appelant l'a dit, heureusement que tout se passe bien maintenant. Tout se passe bien jusqu'à présent. Parce que nous, tu vois, les supporters se diriger vers toi. Tu peux prendre des faux coups, tu peux être poignardé, tout ça. Mais aujourd'hui, quand tu vas regarder même des matchs, l'arbitre, avant de siffler la fin d'une rencontre, il n'est même pas capable de se mettre au centre. Il se met à proximité des vestiaires. Au cas où il y aura des trucs, il s'échappe rapidement. Donc, je pense que le mal est vraiment profond. Et comme je l'ai dit, c'est tout un environnement. On ne va pas incriminer seulement que les arbitres. Si l'arbitre a une conscience qui est mauvaise, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui va corrompre sa conscience également. Donc je pense que c'est quand même tout un environnement, que ce soit les dirigeants, que ce soit les arbitres, que ce soit également les joueurs. Je pense qu'on doit se mettre quand même au niveau. On a parlé de peut-être le manque de formation et de la mauvaise conscience des arbitres. Il faut également parler aussi des lois au niveau des joueurs. C'est-à-dire qu'on doit enseigner également le respect des lois, le respect également des décisions aux acteurs pour ne pas que ces scénarios-là se reproduisent de manière récurrente. Donc je pense que tout le monde est coupable. Après, les arbitres, il y a tellement eu de scénarios d'arbitrage sur ces 3 dernières années en termes de notre championnat. Et on dit que quand c'est en dents de scie, on peut parler d'erreur. Mais quand ça devient régulier, ça veut dire que ça devient quand même ce qu'on appelle un mal profond. Donc aux arbitres également d'élever le niveau, de respecter ce qu'on appelle le code du métier, de faire tranquillement leur boulot. Voilà, je pense que quand tu fais bien ton boulot, la vie te récompense naturellement. On parlera des lois dans quelques secondes, juste le temps de prendre l'appelant. Il s'agit de M. Traoré. Il nous appelle de Bingerville. M. Traoré, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Je salue le plateau, je salue Balo. Bonsoir, monsieur. Oui. Monsieur Traoré, football local, défiance envers les arbitres, le mal est-il profond? Oui, Marie-Christine, le mal est profond. Mais moi, c'est mon avis, hein, je pense que les gens n'ont pas mis les gens à leur place. Si je vois qu'à la commission centrale,
c'est notre frère Kalou Bonaventure qui est un footballeur. Il n'est pas arbitre. On a quand même beaucoup d'anciens arbitres qui pourraient prendre ces postes-là. Je suis d'accord avec Balo quand il dit les commissaires au match même doivent des arbitres. Là, au moins, les gens connaissent les règles du jeu. Quand un arbitre fait un faux match, immédiatement, le cas, c'est que l'arbitre a fait un faux match. Mais le président de la commission même n'est pas arbitre. Les commissaires ne sont pas arbitres. Bon, s'il y a un problème, il fait comment pour régler? Il ne résout pas. Et chaque fois, les présidents des clubs se plaignent. Bon, vraiment, c'est dur. C'est dur. Moi, je pense que le mal est profond. Le président de la fédération doit mettre les gens à leur place pour que l'arbitrage soit vraiment efficace, plus efficace, à mon avis. D'accord, très bien. C'est bien noté. Merci beaucoup à vous, M. Traoré. Il nous appelait donc de Bingerville. Et puis, quitter le terrain ou refus de jouer. Voici donc quelques principes des lois du jeu établis par l'International Football Association Board. Oui, donc, premier point, un match doit se jouer jusqu'à son terme, sauf décision contraire de l'arbitre. Lorsqu'une équipe quitte volontairement le terrain ou refuse de reprendre le jeu, l'arbitre doit mettre fin à la rencontre et consigner précisément les faits dans son rapport. 3. Les lois ne fixent cependant ni le score final ni les sanctions sportives. Laissées à l'appréciation des instances compétentes, l'arbitre doit en priorité faire en sorte que le jeu reprenne et ne pas sanctionner dans l'immédiat. Ensuite, point 4, si au moins 7 joueurs restent sur le terrain et acceptent de poursuivre la rencontre, le match doit continuer. Les joueurs ayant quitté le terrain sans autorisation peuvent alors faire l'objet de sanctions disciplinaires individuelles, avertissement ou exclusion selon les circonstances. 5. Si les joueurs restants refusent de jouer, même s'ils sont encore 7 ou plus, la situation est assimilée à un abandon de match. L'arbitre met fin à la rencontre. Point 6. Le rôle de l'arbitre constate les faits, applique les lois du jeu sur le terrain, rédige un rapport circonstancié. 7. Les décisions sportives, match perdu, score administratif, retrait de points, sanctions financières ou disciplinaires sont ensuite prises par la fédération, la ligue ou l'instance organisatrice de la compétition. Voilà, et messieurs, vous pensez que les joueurs et même les dirigeants de clubs ne connaissent pas les principes des lois du football? Oui, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Je disais qu'effectivement, les joueurs qui sont payés par ces dirigeants-là doivent quand même les enseigner quelques lois, hein, parce que c'est important. Ils jouent, ils ne savent pas toujours quels sont les éléments qui régissent un petit peu le sport dans lequel ils évoluent. Donc, le fait de savoir ça, ça peut au moins les inciter à se dire « Attention, on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça ». Donc, c'est aussi une forme de culture, de savoir maîtriser l'environnement du sport qu'ils exercent. Donc, pour moi, c'est aux dirigeants de leur transmettre ces genres d'informations et ces genres d'éléments pour qu'ils sachent au moins dans quoi ils sont. Nous avons un appelant, M. Kamagaté, il nous appelle de Gagnoa. Bonsoir, M. Kamagaté. Bonsoir, Adouane Tim, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je suis Kamagaté à Gagnoa. Il faut dire que le mal est très, très profond. Très, très profond. Le dimanche passé, nous, les supporters disponibles de Gagnoa, nous avons rempli 3 cas pour aller soutenir notre équipe face à l'équipe des leaders. À notre grande surprise, notre défenseur a été carrément poussé dans le dos, il était tombé au sol. Et l'arbitre estime qu'il n'y a pas position à les marquer facilement. C'est grave. Et en début de match encore, Foussino, le petit frère de Gervino, était fait à terre marqué. On l'a fauché carrément, il est tombé et son épaule est déboîtée. L'arbitre donne un carton jaune. Donc ça devient quoi? Un match qu'on a préparé, on a parlé aux jeunes, nous les supporters, on se déplace avec 3 cas remplis. Et arriver là-bas, c'est des bêtises comme ça qu'ils savent faire. L'arbitrage, vraiment, c'est une deuxième division, mais les gars ne considèrent même pas la deuxième division. Là-bas même, tout le monde sait que là-bas même, ce n'est pas la peine. C'est la pollution totale. Et comme ça, l'idée nous a battu 1-0. C'est grave, le mal est très profond. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Chaque année, c'est la même chose. Ah, vraiment, la deuxième division, la troisième division, c'est des championnats qui ne sont même pas considérés en Côte d'Ivoire. La première division, au moins, ça va. Mais la deuxième division, même si tu déplaces, c'est comme si tu partais pour faire. Vraiment, madame, le mal est très profond. Bonsoir à la grande team. Merci à vous.
Merci à vous, Monsieur Kamagaté. Voilà, merci pour votre participation. Oui, Balo, donc je disais donc, est-ce que vous pensez que les joueurs et les dirigeants de clubs ne connaissent pas ces principes? En tout cas, j'ai pris l'initiative donc de contacter certains membres de clubs ivoiriens qui estiment qu'ils connaissent ces règles. Sauf qu'ils estiment qu'il y a du 2 poids 2 mesures dans le traitement des réserves. Certains clubs ont posé des réserves qui jusque-là n'ont pas trouvé de réponse, tandis que d'autres ont des réponses un peu plus rapides. Ce qui les pousse, selon eux, je rapporte leurs propos, à se comporter de la sorte. En plus de cela, il faut noter qu'il faut encore financer la présence de superviseurs et augmenter le nombre de kits-oreillettes. Parce que vous avez entendu tout à l'heure, certains clubs estiment qu'il y a pour eux des soupçons de corruption, des soupçons de conflit d'intérêts, voire de collusion. Donc, ils estiment que voilà, ils sont lésés, raison pour laquelle ils agissent de la sorte. Donc, moi, la piste de solution que je peux proposer, c'est pour moi d'accentuer les kits-oreillettes. Parce que les kits-oreillettes nous permettent d'avoir une certaine visibilité sur les communications entre les arbitres. Savoir ce que les arbitres se sont dit pour prendre telle décision. Est-ce que c'est légitime ou pas? Ça nous permettra d'avoir une plus grande visibilité sur ce qui se passe et ça nous permettra de lever les soupçons de corruption qui sont assez graves et qui sont affirmés, on peut le dire, sans preuve. Donc, pour essayer de régler tout ceci, il faut donc financer les primes des superviseurs, accentuer leur présence et augmenter les kits-oreillettes, je pense. Nous avons un appelant, M. Fofana Média, il nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Fofana Média. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Bonsoir, la Grande Team. Bonsoir, monsieur Fofana. Voilà. Monsieur Fofana Média, oui, football local, défiance envers les arbitres, le mal est-il profond? Très, très, très profond. Je reviens un peu par rapport à nos sujets qui viennent de passer tout à l'heure. Oui. Nos arbitres là, vraiment, il est parfois, c'est nos dirigeants même, si je veux voir même, c'est le président même de la FIFA qui attend un nous du truc. Parce que je reviens un peu dessus. L'année passée, je vais dire l'année passée, il nous a promis qu'on va avoir la VAR au sein de Ligue 1 ainsi que de Ligue 2. Mais la VAR là est partie où? S'il n'y en a pas là, il faut nous dire maintenant qu'on ne peut pas le faire ou bien on peut le faire. Mais il est resté muet. On a en parlé à la radio, à la télévision. Mais jusqu'au présent, rien n'est fait. Et puis quand on envoie des arbitres, on les met sur contrôle. On les guide par aller faire un match et puis il faut ça comme c'est dit. C'est pas normal. C'est pas normal. Vraiment, moi, je déplore ça à tout moment. Il y a des fautes même là, c'est 100%. Toutes les matchs, j'ai toujours suivi les matchs à la radio comme à la télévision. Les diviseurs de la radio même ont toujours décrit des matchs pour moi. Pour dire que non, vraiment, il n'y avait pas faute ou bien il y avait faute. Mais où allons-nous avec ça? Ça fait que vraiment, Marie-Christine, oui, M. Fofana Média. Oui. Vraiment, j'ai du mal à regarder souvent notre match. J'ai du mal à écouter souvent à la radio. Parce que les diviseurs de match même, ils parlent ça clairement. D'accord. Pas plus tard, Koulibaly, c'est nous, la dernière fois, il a été sur le commentaire du match là, il a dit que non, vraiment, il n'y avait pas faute. C'est bien noté, M. Fofana Média, on vous a bien compris. Merci beaucoup, M. Fofana Média, on a bien compris. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, justement, Clément, pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas la voie légale de la réserve administrative et choisissent plutôt de refuser de jouer, à votre avis? C'est ce que Balo a expliqué. Hein. Il a dit, quand il y a des réserves, il y a d'autres qui se sentent lésés par certaines décisions qui ne sont pas équitables également. Donc, et puisqu'ils ont fait plusieurs fois les réserves pour eux, peut-être la meilleure solution serait peut-être d'arrêter les matchs ou d'avoir une forme de violence. Même si la violence sous toutes ses formes est à bannir quand même, je pense qu'à eux également, comme on l'a dit, hein, c'est un ensemble, c'est un écosystème. On doit apprendre
aux joueurs, aux présidents également, aux supporters à accepter ce qu'on appelle la loi du football, le verdict final de la rencontre. Même en Europe où la technologie est développée, il y a quand même des injustices. On a vu voilà, des supporters de l'autre camp qui réclamaient le carton rouge pour Gérard Martin, le joueur de Barcelone, mais les supporters sont pas descendus sur la pelouse où on n'a pas arrêté le match. La vie a continué. Donc je pense qu'on doit apprendre également aux supporters, aux présidents, aux acteurs également à respecter ce qu'on appelle le verdict final. Même si moi j'estime, moi j'ai assisté à beaucoup de matchs pour moi où l'arbitre n'avait pas le niveau. Voilà, donc je pense, comme on l'a dit, c'est peut-être la réaction, la frustration et le mauvais comportement des arbitres également qui engendrent ces formes de violence ou encore ces matchs interrompus. Donc je pense que tout le monde doit faire son travail. Nous, parfois tu es au stade où le commissaire au match il est distrait dans les tribunes. Parce qu'il n'est pas à sa place. Je pense qu'on doit mettre l'homme à sa place. Du moment où tu n'es pas capable de faire un boulot, tu ne dois pas aller prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc je pense que si on arrive à refaire cet écosystème-là où tout le monde est à jour, où il y a ce qu'on appelle la mise à jour de tout le monde, je pense qu'on peut quand même diminuer ce qu'on appelle les erreurs d'arbitrage, les frustrations également, même s'il n'y a pas de perfection dans ce monde-là. Mais quand même, on peut atteindre un bon niveau. Nous avons un appelant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. C'est monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Bagoussé Sébastien, j'appelle des Agoritas, préfecture de Gadouan. Très bien, bienvenue sur le plateau. Et puis on vous écoute. Oui, est-ce que le mal est profond en football local, défiance envers les arbitres? Je salue d'abord la team. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous. Il faut dire que c'est vraiment beaucoup regrettable au niveau de nos arbitres. La Côte d'Ivoire, c'est une grande nation de football. Et puis, au grand rendez-vous, on ne voit pas nos arbitres. C'est beaucoup de pleurants. Est-ce que le mal est profond? Très, très profond, madame. Voilà, allez-y. Très profond, parce que, effectivement, celui qui vient d'intervenir tout à l'heure qui a parlé de la VAR. Oui. Effectivement, comme je l'ai dit tantôt, la Côte d'Ivoire est une grande nation de football. Que le président avait annoncé l'arrivée de la VAR au niveau du football ivoirien. Et jusque-là, nous ne voyons pas la VAR, c'est tout un problème. Je suis un grand supporter de l'Africa. Le match qui vient de se dérouler la semaine passée, le pénalty de l'Africa, c'est vrai, je dis bien que je suis un supporter de l'Africa, mais s'il y avait la VAR, à mon sens, il n'y avait pas pénalty. Il n'y avait pas pénalty. L'Africa qui a déroulé un bon football, mais il n'y avait pas pénalty. Donc, c'est pour dire que la fédération est responsable. Parce que l'arbitre même, c'est un être humain, il peut commettre des erreurs. Mais c'est la VAR qui accompagne le travail de l'arbitre. C'est la VAR qui accompagne le travail de l'arbitre. Mais s'il n'y a pas la VAR, on fait quoi? Donc, vraiment, il faut que la fédération pense à cela, pour instaurer la VAR au sein du football ivoirien. On est beaucoup respecté. Aujourd'hui, on greffe un galon. Alors, il faut toutes les structures au sein de notre fédération, en particulier de notre football. Donc, vraiment, c'est vraiment profond. Bon, voilà, il faut qu'on trouve une solution à cela. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci pour votre participation à l'émission. Voilà. Oui, Balo désire ajouter quelque chose? Oui, juste ajouter aussi qu'au niveau de la formation des arbitres, il faut aussi multiplier les séminaires. Voilà, certains arbitres estiment qu'il faut encore un peu plus de séminaires pour donc accentuer la formation des arbitres. Les efforts sont faits parce qu'on l'a dit, la VAR a été instaurée, de plus en plus des arbitres sont à la commission centrale. On voit que du côté de la fédération, ils sont en train de pousser, mais pour moi, pour accentuer cela, il faut même impliquer les clubs. C'est vrai que les clubs se plaignent de plus en plus, mais il faut les amener à faire des propositions. À un moment donné, il faut que les clubs eux-mêmes fassent des propositions pour améliorer la qualité des arbitres, selon eux. Parce que c'est bien beau de se plaindre, que ce soit légitime ou pas, mais qu'est-ce qu'ils proposent pour donc améliorer? Et ça rejoint là un peu ce que Noël Bouli a dit, où il a parlé d'états généraux à ce niveau, réunir tous les acteurs pour emmener les clubs à faire des propositions. Une fois que ces propositions seront validées et exécutées, je pense que ces clubs vont normalement arrêter d'interrompre les matchs. Nous avons un appelant de Jacquesville. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Marie-Christine. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Monsieur Labi. Monsieur
L'ABI. J'appelle déjà le L-A-B-Y. D'accord, ok. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute, football local, défiance envers les arbitres. Le mal est-il profond? Christine, moi, je dois vous dire, tout ce que les gens disent, je ne suis pas d'accord. Le mal est-il profond pour vous? C'est pas profond. D'accord, ok. On vous écoute. C'est pas profond. Moi, je pense que c'est des gens de mauvaise foi. Parce que les équipes qui supportent là, quand les équipes là gagnent, ils ne se plaignent pas. Quand ces équipes-là gagnent, ils ne se plaignent pas. Donc, quand tout le monde se met à dire les arbitres ont fait ça, mais aujourd'hui, là, si tous les arbitres que vous critiquez là, si vous allez les amener, qui va arbitrer les matchs? C'est ça. Moi, si vous parlez des dirigeants, il faut comprendre, mais parler des arbitres, et puis vous-même, vous les supporters. C'est vous-même qui encouragez les supporters, les dirigeants à faire des fautes. Vous êtes sur un plateau. Tous ceux qui sont assis disent le mal est profond. Le mal est profond. Oh, vous êtes des supporters des autres équipes. Parlez pour vous, s'il vous plaît. Parlez pour vous. C'est bon? Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour votre participation à l'émission. Et puis, justement, plusieurs personnes en ont parlé, Noël Boli. Est-ce qu'on peut dire que le manque de fermeté ou de passivité de la fédération n'encourage pas ce phénomène, finalement? Oui, c'est vrai que quand on est ferme, en général, le voisin à côté, il comprend ça et forcément, il ne commet pas les mêmes erreurs. Mais en fait, moi, j'aimerais bien revenir quand même sur quelque chose d'important. C'est vrai que tout le monde s'attelle à dire la VAR, la VAR, la VAR, la VAR. La VAR, ce n'est pas l'arbitre. Hein. La VAR, c'est juste un élément qui accompagne l'arbitre dans ses décisions. Donc la VAR, ce n'est pas l'arbitre. Donc ça, il faut que ça soit clair. C'est vrai que c'est un outil technologique qui nous permet d'avancer, mais ce n'est pas l'arbitre. Il faut que nos arbitres soient mieux formés. Il faut que nos arbitres ne laissent pas des suspicions ici et là pour qu'on dise, pour qu'on aille encore aller piocher dans le volet de la corruption. Mais nos arbitres doivent être bien formés. Et c'est une fois qu'ils seront bien formés que la VAR peut venir les accompagner. Parce que même si aujourd'hui on met la VAR, les gens vont trouver encore que la VAR a été déguisée en défunt, je ne sais pas quoi. Non. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux dans la réflexion qu'on veut mener pour la formation de nos arbitres. Et moi, je pense que nos arbitres ont vraiment besoin de formation, de séminaires en plus, comme a dit Balo. Pourquoi pas, hein, si on peut compléter un petit peu leur formation. Moi, je pense que d'abord, ce sera la chose la plus importante. Et ensuite, la VAR pourra venir les accompagner. Mais la VAR, ce n'est pas l'arbitre. Voilà. Et puis, la question LGT, football local, défiance envers les arbitres, le mal est-il profond? Nous avons un appelant. Monsieur Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Marie? Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Monsieur Degré, bonsoir, ma belle. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue le plateau de la Grande Team avec Lolo. Bonsoir. Et puis, on vous écoute par rapport à la question LGT de ce soir. Le mal est-il profond? Bon, moi, je dis que ce n'est pas profond. Hein. Parce que moi, depuis mon jeune âge, j'ai trop suivi le football. Même dans les anneaux les plus reculés, les campements, quand il y a un match entre le campement, au début, ça va. Hein. Mais quand une équipe en question plus seulement là, la faute est à l'arbitre. Donc, les arbitres ont été toujours accusés. Les arbitres, ce n'est pas des machines, c'est des humains. Et voici, c'est pour l'Afrique, Dieu me vient de témoigner. Le pénalty de l'Afrique, ce n'était pas un vrai pénalty s'il y avait la VAR. Alors que l'année passée, c'est eux-mêmes qui ont créé sur l'arbitre. Quand l'Afrique a joué, que l'arbitre était contre eux. Dieu merci, cette année, ils ont trouvé un nouveau mot mathématiquement. Donc, franchement dit, Christine, oui, monsieur Diomandé, les arbitres là, c'est pas des... Même en Europe, même au Brésil, même en Italie, il y a toujours des fautes d'arbitrage au cours des matchs. Mais c'est une erreur qui provient au cours du match. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas reçu de bonnes formations pour être vraiment au top dans son travail. Mais en Afrique, quand tu fais un match, c'est l'arbitre. Et ce que le Sénégal a fait au cours de la CAN au Maroc, là, c'est faisable. Maintenant, cet arbitre a été trompé par d'autres structures. On dit tout, on repose sur l'arbitre. C'est comme si c'était vraiment nos enfants là qui ont mis le métier d'arbitrage pour
compris, j'ai le courage de pouvoir nous les familles. Ne les saluons pas toujours. Arbitre, nous vraiment trop. Oui, monsieur Djomandé Mamadou. Bonne nuit. Et vraiment que Dieu accompagne les arbitres pour qu'elles jouent en réserve. On parle de leur mérite. Bonne mission. Merci beaucoup, monsieur Djomandé Mamadou, qui nous appelait donc de Sipilou. Voilà donc la question LGT de ce soir, football local, défiance envers les arbitres, le mal est-il profond? L'émission de ce soir qui se fait donc avec vous, bien sûr, et puis sur le plateau avec Noël Boli, avec Balo et aussi avec Clément. Et le public sportif ivoirien s'est exprimé sur la question LGT. On l'écoute. Le mal est profond parce qu'un match c'est 90 minutes. Les joueurs ne peuvent pas se permettre de sortir sur le terrain comme ça. Normalement, même s'il y a la VAR pour les réclamations des fautes, tout, on doit utiliser la VAR pour tout. Même s'il y a les fautes, on doit utiliser la VAR. Je pense que oui, le mal est profond et très profond d'ailleurs. Et je pense que si tout le monde se met à sortir sur le terrain, justement à cause des arbitres, personne ne va plus jouer au foot. Et justement, c'est aussi le moment idéal pour la Fédération ivoirienne de football d'intervenir et prendre ses responsabilités, régler certains problèmes, surtout sur les cas des arbitres qui ne consultent pas les assistants, qui prennent les décisions sur une grosse tête, excusez-moi du terme. Et aussi, c'est le moment idéal de faire venir une technologie qui n'est pas venue maintenant. Ça fait longtemps qu'il est utilisé dans le monde du football, qui est la VAR. Je pense qu'avec la CAN qu'on a ici en Côte d'Ivoire, on a eu l'utilisation de la VAR. Tout est mis en place pour que notre championnat, le championnat ivoirien, puisse être doté de la VAR. Je pense que le mal est profond parce que du moment où l'arbitrage est catastrophique, ça devient décevant parce que les joueurs ils se donnent à fond, ils montent sur le terrain, ils arrivent et puis l'arbitre c'est un humain, hein? Voilà, l'erreur est humaine, donc on ne peut pas mettre tout sur l'arbitre. Voilà. Mais je ne conseille pas aussi aux joueurs aussi de sortir sur le terrain parce que quand l'arbitre c'est un humain comme tout le monde. Donc s'il fait des fautes, il faut le comprendre. Mais il ne s'agit pas de sortir sur le terrain. On peut jouer le match et après le match, on va se plaindre à l'administration. Mais du moment où on est déjà sur le terrain et que l'arbitre est là, on continue à jouer. Voilà, parce que moi, je ne pense pas quitter sur le terrain, c'est une bonne décision. Voilà, sinon, le mal aussi est très profond. Déjà, même ça joue sur le football local parce qu'il y a beaucoup de clubs qui se plaignent déjà, voilà, sur le raid d'arbitrage. Bon, c'est vrai que souvent aussi il y a des pots de vin qui sont dans ce domaine-là, mais je pense sincèrement que les arbitres ne font pas exprès souvent. Voilà, c'est des erreurs qui arrivent, mais on ne peut pas s'abattre sur ça. Voilà, il faut aller voir les dirigeants, voilà, la FIFA comme ça, pour régler ce problème. Voilà l'avis du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir. Voilà. Allez, les news données en début d'émission, on vous laisse les revoir à présent. C'est dans LGT News bis. On regarde. LGT News. Golf Pacino Trophy 2026. Pour entamer les news de ce mardi, le président Golf Club de Yamoussoukro mobilise. La 3e édition de la compétition de golf par équipe, dénommée le Pacino Trophy 2026, s'est tenue le samedi 4 avril 2026 sur le parcours du président Golf Club de Yamoussoukro. Ce tournoi, organisé pendant les festivités de Pâques, Paquinou, a réuni golfeurs, professionnels, amateurs et jeunes talents dans une ambiance conviviale. Plus de 90 participants venus des 4 coins du pays ont pris part à ce tournoi. Le Paquinou Trophy s'inscrit dans les célébrations traditionnelles de Paquinou en pays baoulé, incluant la promotion du parcours de golf du capital. Le trophée Paquinou, c'est un trophée qui a été initié par le comité sportif de Yamoussoukro avec l'équipe du docteur Manois, Alfred, pharmacien. Depuis quelques années maintenant, nous essayons de continuer avec cette édition de Pac Trophy. Bon, c'était une compétition en équipe, une formule unique. Et ensuite, il y avait des jeunes aussi qui ont accompagné la compétition.
Ayant pris le départ le matin du samedi à 7h précisément, les vainqueurs de différentes catégories, Marc-Hervé Conan et Michel Kouassi, ont salué l'organisation avec un accent singulier mis sur l'aspect compétitif du tournoi. Nous disons déjà merci aux organisateurs, merci aux sponsors qui ont bien voulu accompagner l'événement. C'est notre deuxième fois aujourd'hui que nous remportons un trophée sur ce parcours de Yamoussoukro. C'est vrai que le parcours nous sourit parce que nous sommes habitués. On espère pour les prochaines fois gagner sur d'autres parcours comme Abidjan, qui n'est pas du tout facile. Mais on fera du mieux parce que nous formons une belle paire aujourd'hui. L'édition 2026 du Paquino Trophy s'étant achevée, l'équipier de la direction sportive du président Golf Club donne rendez-vous en mai prochain pour une nouvelle antenne golfique dans la Cité des Lacs. Basketball NBA. Grosse inquiétude pour Wembanyama. Victor Wembanyama n'a pu célébrer comme il se devait la 60e victoire des San Antonio Spurs obtenue hier lundi face à Philadelphia 115-102. Le basketteur français est sorti en fin de première mi-temps parce que touché aux côtes. La scène s'est passée à la 14e minute sur une contre-attaque menée par les Spurs. Le pivot star a été visé par une passe que Paul George a tenté d'intercepter. Le choc était inévitable à la retombée puisque le joueur de Philadelphie a percuté le Français, resté au sol, se tenant au niveau du bras gauche. Wembanyama avait essayé de reprendre le jeu mais est sorti 1 minute après du parquet avant de rentrer au vestiaire. Il est revenu sur le banc pour disputer 5 minutes supplémentaires avant de demander à être définitivement remplacé. Selon le staff médical, il ne se remettra pas avant le 18 avril. Inquiétant à l'approche des play-offs et surtout dans la perspective des trophées individuels de fin de saison. Tennis. ATP classement. Alcaraz toujours au sommet. L'ATP a publié hier lundi sa mise à jour de son classement alors que vient de débuter le Masters 1000 de Monte-Carlo. La hiérarchie n'a toujours pas changé en cette entame de saison sur terre battue. Carlos Alcaraz domine toujours le tableau avec 13 590 points. Il est suivi de près par son grand rival Yannick Sinner, 12 400 points. Ce duo de tête est très loin devant leur premier poursuivant, l'Allemand Alexander Zverev avec ses 5200 points. Il faudrait souligner toutefois un seul changement dans le top 10. Ben Shelton prend la 8e place à son compatriote Taylor Fritz grâce à sa participation au quart de finale au tournoi 250 de Marrakech. À noter que 6 Français figurent dans le top 50. On peut citer entre autres Arthur Rinderknecht à la 27e place, Arthur Fils à la 28e place. Ouvrons le chapitre football. Tournoi Montaigu. Les Éléphantos terminent sur le podium. La 53e édition du tournoi mondial de football de Montaigu en France s'est achevée le 6 avril dernier avec le sacre du Brésil. La Côte d'Ivoire, présente à cette compétition pour sa 12e fois, a terminé sur le podium après avoir battu le Mexique sur le score de 2-0 à l'issue de la petite finale. Les Bleus ivoiriens peuvent féliciter Luc Abbas d'Irasuba, auteur d'un doublé lors de ce match. Le parcours des Éléphantos a débuté par un nul face au Brésil 1-1. Les poulains de Bougouillou Serge ont par la suite battu la France 2-1 avant de boucler la phase de poule par une seconde victoire 1-0 devant la Chine. Mais devancés au classement par le Brésil à la différence de but, ils n'ont malheureusement pas pu aller au bout de ce tournoi. Il n'empêche qu'ils peuvent être fiers de leur parcours et du beau jeu qu'ils ont proposé tout au long de la compétition. Real Madrid, Manchester United prépare une offre pour Camavinga. De la Liga à la Première Ligue, tout reste possible pour Eduardo Camavinga de Casemiro sur le départ en fin de saison. Les dirigeants de Manchester United vont passer la vitesse supérieure concernant le recrutement du milieu de terrain français. Sa valeur marchande est connue et tourne autour de 60 millions d'euros, soit un peu plus de 39 milliards de francs CFA. Une somme largement à la portée des Mancuniens pour un joueur de 23 ans qui possède une expérience solide du haut niveau. Sa polyvalence séduit particulièrement le staff de Manchester United. Mais à l'approche du prochain mercato, Vinga.
Brésil, le dernier pari de Neymar pour le Mondial 2026. Neymar est prêt à tout pour participer à l'une de ses dernières Coupes du Monde. Il met toutes les chances de son côté pour espérer retrouver la sélection brésilienne. Il a donc décidé, durant la dernière trêve, de passer sur le billard pour une ultime intervention chirurgicale au genou. Une opération qui s'est déroulée avec succès. Selon son coach, Cuca, le joueur n'est pas encore en mesure de reprendre les entraînements, mais cela ne saurait tarder. Le joueur qui a poursuivi avec une thérapie par plasma riche en plaquettes, histoire de réparer rapidement les tissus gravement endommagés, suit actuellement un programme de rééducation spécifique. L'objectif est d'atteindre une forme physique optimale dans les derniers mois précédant le Mondial 2026. C'est donc la course contre la montre pour Neymar. Réussira-t-il à gagner son pari? Attendons de voir. Voilà, allez, c'est la fin de la grande team. Merci à tous. Merci à vous, amoureux du sport, qui nous suivez chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h, en direct sur la 3, qui nous appelaient, qui participaient à l'émission, qui nous écrivaient. Merci beaucoup, ça nous touche énormément. Merci beaucoup à vous, messieurs, sur ce plateau, Noël Boli, Ballot et aussi Clément. Voilà, on se retrouve demain en direct. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.